Bonjour à tous, merci d'avoir choisi ma session, qui est devenue votre session, où on va parler effectivement de déploiement. Que j'ai appelé les nouveaux défis du déploiement des applications à base de conteneurs, puisque globalement, on va voir qu'on nous dit qu'avec les conteneurs, tout est beau, tout est neuf, hein, et on va voir plus dans le détail. Donc tout d'abord, quelques mots sur moi. Donc, je suis Benoît Mousseau, je suis directeur technique chez Xebia Labs. Donc, Xebia Labs, c'est une filiale du groupe Xebia, une spin-off qui est dans l'édition logicielle, alors que Xebia est dans le monde du conseil. Je suis également un ancien de Xebia pour la petite histoire. Et donc j'occupe chez Xebia ce poste depuis 2010, où je m'occupe des clients français en avant-vente, en après-vente, en formation d'assistance technique, également relation avec les équipes de développement et les product managers. Donc si on parle de défis, je relève le défi pour vous dire effectivement qu'est-ce qui change et qu'est-ce qu'il faut prendre en charge. J'ai oublié de faire start. Donc la première constat, c'est effectivement qu'avec dans le monde du conteneur, aujourd'hui on va vers une unification. Aujourd'hui, ce qu'apporte Docker, alors je vais dire Docker pour ne pas lister toutes les solutions à base de conteneurs, ce sera plus simple. Donc ça apporte effectivement que maintenant, on va pouvoir avoir un seul artefact. Donc effectivement, depuis très longtemps dans le monde du déploiement, on avait ceux qui étaient partisans du déploiement à base de packages natifs, les RPM, les MSI, qui disent effectivement tout est RPM, tout est MSI en fonction de son OS. Donc c'est une stratégie. Ceux qui ont dit, moi je fais du packaging applicatif. Alors effectivement, il y a des langages qui ont fortement packagé les applications. Je pense en particulier au monde Java, au monde .NET, qui avait dit effectivement les artefacts, c'est des WAR, des DLL. Donc on avait effectivement un certain format près de livraison. Tandis que d'autres langages comme le HTML, le JS ou autres, avec des formats plutôt ouverts ou non spécifiés. Maintenant, effectivement, Docker nous dit, voilà, j'ai qu'un seul élément à livrer, c'est l'image. Donc finalement, qu'est-ce que c'est ? Cette unification, c'est de dire, voilà, tout est image. Donc finalement, on ne possède qu'un seul artefact. On ne livre qu'un seul artefact. Finalement, je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est juste de l'OS, c'est juste de l'infra, c'est juste un middleware, ou c'est toute mon application. C'est une image que l'on va déployer sur différents systèmes. Enfin, on verra tout à l'heure que finalement, cette promesse n'est peut-être pas tout à fait venue. Finalement, quand on parle effectivement d'applications à base de conteneurs, rapidement on se dit, alors effectivement j'ai peut-être la chance de partir sur une application from scratch, où je pars de zéro et tout est image. Tout le monde est beau. Mais il faut voir qu'aujourd'hui, nos applications, quand on va les packager, il y aura peut-être effectivement déjà un existant, des EAR, des WAR, des JS, du SQL, du PHP, des ressources, des data sources, mais que je vais mixer petit à petit vers des images. Donc petit à petit, je vais prendre mon application et je vais la découper. Alors le grand mode aujourd'hui, c'est le mot microservice, en microservices, et à ce moment-là, je vais mettre mes microservices dans des images. Et ça, en tant que projet à l'échelle d'une entreprise, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et finalement, mes applications, elles vont commencer par être hybrides avant d'être 100% à base de conteneurs. Également, le fait d'avoir des applications hybrides, c'est qu'on va effectivement pouvoir dire, mon application, je n'ai pas besoin de faire un big bang, je vais pouvoir prendre mon application et juste cette petite partie, c'est mon image. Le petit service dans un coin, le truc qui est facile à faire, le truc qu'on a identifié depuis longtemps, je vais pouvoir le mettre dans une partie et montrer effectivement que je vais pouvoir évangéliser mon directeur de projet, mes offres, en disant, regardez, ton appli, elle est classique, sauf ce petit bout-là, c'est un conteneur. Ah, c'est un conteneur, il est joli. Puis dans une deuxième version, je vais en mettre un deuxième, un troisième, un quatrième, et petit à petit pouvoir migrer facilement avec mes applications hybrides vers un mode 100% conteneur. Ce qu'on voit également dans le mode conteneur, c'est qu'on a une augmentation du périmètre. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on avait cette séparation, je dirais, infra et applicatif, évidemment, il y avait une zone de responsabilité qui se faisait naturellement, en disant, celui qui me fournissait l'infra, que ce soit l'OS ou le middleware, va gérer ce périmètre. Donc quand j'installe et quand je fournis de l'infra, je vais dire, tu as un OS, tu as tant de capacité 10, tu as des accès réseau, limités, tu vas pouvoir te mettre là ou là. Donc, tu as des ports ouverts ou fermés.
avec l'applicatif, les gens arrivaient avec l'application en disant voilà, tu composais l'application sur l'infrastructure. Avec le mode du conteneur, comme tout est conteneur, il faut gérer des choses qui effectivement n'étaient pas dans le domaine du déploiement, qui sont pratiquement les ports ouverts, la mémoire, le stockage, des choses qui sont un peu plus techniques. Alors effectivement, on banalise, je dirais, avec l'image de dire toutes les images, donc finalement que ce soit une application ou de l'infra, c'est pas important, mais il faut quand même que du coup on gère des paramètres qui étaient de la responsabilité de quelqu'un. Alors finalement, mon application à base de conteneur, qui va me fournir la valeur pour ces différents paramètres qui hier n'étaient pas de ma responsabilité. L'autre domaine que l'on parle effectivement quand on se dit qu'on fait du déploiement, c'est la partie configuration. On a vu ce matin CoreOS qui nous a effectivement vanté la partie etcd. Et finalement, presque cette partie configuration, je dirais que c'est là, c'était et c'est toujours un peu le talon d'Achille des déploiements. C'est-à-dire aujourd'hui, quelle que soit la techno, que ce soit du classique, du fichier, du WAR, du 2IS, des choses comme ça, les gens arrivent à poser globalement le bon binaire au bon endroit. Mais la partie configuration, c'est quand même adapté de dire la configuration de ma version dans son environnement donné doit être finalement un peu différente qu'en dev, qu'en QA, qu'en production. Et cette partie configuration, elle est aujourd'hui complexe, segmentée et volumineuse. Et pour avoir un peu côtoyé différents pays, en France, on est un peu les champions du monde de la configuration complexe, segmentée et volumineuse, parce que généralement, quand on ne sait pas, on met une variable de configuration en disant « je ne sais pas si ça va bouger, mais au cas où, je pourrais le faire ». Donc, les containers, ils nous disent « voilà, je peux packager mon application, mais quid de sa configuration? Comment je déploie et je configure mon conteneur qui soit avec la bonne configuration, que ce soit pour du dev, de l'intégration, de la recette ou de la production ». Donc, il y a différentes techniques. Les variables d'environnement qu'on peut injecter, encore faut-il que mon application soit capable d'aller les lire. On peut adosser des volumes, on peut se brancher à des systèmes évolués, je dirais, comme des etcd, des consul, des zookeepers. Mais on voit bien que finalement, ce problème de la configuration, finalement, les conteneurs ne l'adressent pas. Ils nous proposent des plateformes d'exécution, mais pas de configuration. Donc c'est pour ça que sur un déploiement à base de conteneurs, il va falloir repenser peut-être un changement de configuration de nos applications. Depuis, j'ai la chance ou la malchance de côtoyer le monde informatique depuis un moment, et depuis le début, depuis différentes, je dirais, révolutions technologiques qui sont apportées, on nous a dit, pas de problème les gars, maintenant il faut qu'une seule commande pour déployer. Donc ça s'est fait avec du WebSphere. Donc WebSphere, il y a 15 ans, on nous a dit, pas de problème, il n'y a qu'une seule commande pour déployer. Très bien, on l'a cru, on a acheté des WebSphere et on en a acheté. Des Cloud Foundry, pareil, ils nous ont dit, pas de problème, il n'y a qu'une seule commande pour déployer. Sauf qu'ils ne nous ont pas dit que finalement, il y a 2-3 trucs à faire avant, après. Voilà, pareil, on en a acheté, pareil. Docker nous dit, c'est là pareil, Docker Run et ça marche, tout va bien. Sauf que ça, c'est le Hello World. Ils nous ont dit que ça ne touche pas. Dans le Hello World, oui, c'est comme ça que ça marche. En réalité, généralement, il faut gérer les 200 paramètres qui vont avec. C'est-à-dire que sur un WebSphere, sur un déploiement d'un ER, il y a 200 paramètres. Sur Cloud Foundry, je n'ai pas compté, mais on ne doit pas loin d'être 50. Et sur un Docker Run, il y en a plus de 200 paramètres possibles, sachant que des paramètres, on peut le mettre plusieurs fois. Donc vous voyez bien que, finalement, ma commande unique, c'est un mythe qu'on nous donne depuis des années, qui existe, et finalement, alors qui est très pratique, puisque finalement, ça abstrait une certaine complexité, mais finalement, il faut quand même entraîner plein. Donc je dirais que sur un déploiement unitaire, il y a des options à poser. Et après, je ne parle même pas que quand il faut en déployer 1, 2, 3, 4, 5, et qu'il faut assembler tout ça. Puisque, c'est facile, mais à l'échelle d'une appli ou d'une entreprise, ça peut devenir compliqué. Donc finalement, c'est la même chanson. C'est-à-dire que on n'a pas changé grand-chose. On a changé, je dirais, l'artefact de base. On a changé l'OS de base. Mon artefact de base, c'est des images. Mon OS de base maintenant, c'est un Docker, Swarm, ça peut être un Kubernetes, ça peut être un Mesos, mais c'est globalement pour moi un OS. Et finalement, Docker nous propose de quoi? De déployer des images sur un OS. Finalement, on avait la même chose, de déployer un ER sur un serveur d'application et mon application dans un PaaS. Donc finalement, cette complexité, c'est-à-dire qu'on a une simplification du point de vue du dev qui va pouvoir dire, finalement, je vais pouvoir intégrer toutes les technos que je veux dans ce que je livre, mais dans le geste de déploiement de mon application, c'est-à-dire que si je prends ma casquette Ops et je dis je déploie, j'ai toujours des besoins de configuration, des besoins d'audit, qui a déployé, quelle version, dans quel environnement, avec quels paramètres, et puis surtout à l'échelle de l'entreprise, de dire effectivement, moi en tant que déployeur,
eh ben, j'ai besoin de déployer tout type de techno. Alors, aujourd'hui, elles sont peut-être réduites toutes dans des images, mais sa complexité intrinsèque, elle reste, puisque j'ai besoin de pouvoir déployer des applications de plus en plus souvent, de faire en sorte que ce déploiement reste un non-événement. C'est pour ça que chez Xebia Labs, depuis longtemps, on fait du déploiement applicatif avec une solution qui s'appelle XL Deploy ou Deploy. Donc, je vous ai dit, effectivement, Xebia Labs, c'est une spin-off de Xebia. Hein. Donc, on a commencé par un projet qu'on a transformé en produit. Vous nous connaissez peut-être sous cette table-là. Donc, c'est une table qu'on appelait la table DevOps, table périodique DevOps, où on a essayé de catégoriser dans une table périodique les différents composants qui sont les gestionnaires de sources, les CI, les outils de déploiement, les outils de monitoring. Donc vous retrouvez cette table-là, alors vous ne voyez pas bien, mais sur notre site web, vous pourrez récupérer cette table-là avec les différents éléments. Vous pouvez cliquer, voir tous les composants qui sont avec et les liens. Donc je vous encourage à aller voir. C'est très intéressant. Moi-même, j'apprends régulièrement parce que cette table-là est mise à jour régulièrement. Donc pour faire votre culture, c'est assez intéressant. Donc aujourd'hui, on est assez connu pour ça. Et on est également connu pour nos deux solutions qui s'appellent XL Release et XL Deploy. Donc XL Release, c'est ce qu'on appelle l'orchestration du pipeline de Continuous Delivery. Donc je ne sais pas si vous étiez à la session de Monsieur Deloff juste à côté cet après-midi, mais on est à peu près dans la même catégorie. C'est finalement quelles sont l'ensemble des actions pour amener un build jusqu'en production, ça c'est la vision technique, ou d'une idée jusqu'à sa mise en service. J'ai mon idée, je dois l'affecter à une équipe qui doit me la traiter, qui va me l'implémenter, qui va avoir un commit, qui va me faire un build, qui va me faire un déploiement, qui va me faire des tests d'intégration, des tests de non-régression. Et finalement, XL Release gère pour vous une visualisation, l'ordonnancement de toutes ces tâches-là, qu'elles soient techniques ou automatiques. XL Deploy, c'est la solution sur laquelle on va se concentrer. C'est notre solution historique, qui s'appelait à l'époque Deploy, qui est de déployer différentes versions de mon application, ici, sur différents environnements, en dev, en test, en recette. Donc là, on est vraiment sur la partie vraiment technique. J'ai différentes versions de mon application, j'ai différents environnements, et XL Deploy va me les déployer, tandis que XL Release est dans le pipeline. Juste pour vous dire qu'on a aujourd'hui plus de 200 clients qui nous ont fait confiance pour déployer nos solutions, que ce soit XL Release ou XL Deploy. Des gens connus comme les pages jaunes, des gens beaucoup moins connus, des banques d'investissement parce qu'ils sont des gros consommateurs d'IT. Et puis je voulais quand même vous faire un zoom, c'est que nous on a quand même la seule entreprise qui transporte réellement des conteneurs qui s'appelle la CMA CGM. Donc nous on déploie vraiment des vrais conteneurs sur des vrais bateaux. Hein, vous pouvez compter les conteneurs, il y a un paquet. Donc XL Deploy, c'est d'abord un référentiel. Le référentiel de trois choses qui finalement sont assez importantes et qui sont importantes quelle que soit la technologie, qui sont les différentes versions de mes applications. J'ai des applications qui ont différentes versions et ces versions-là, elles contiennent différents composants. Donc ces composants, ça peut être des fichiers, des images Docker ou des WAR, du PHP, du JavaScript, mais ça peut être ce qu'on appelle des ressources, des data sources, des éléments de configuration, des services Docker, enfin, tout ce qui fait sa configuration. Donc on va avoir effectivement le référentiel de l'ensemble des versions des applications. Aujourd'hui, dans les entreprises, vous avez beaucoup de référentiels de composants, des Nexus, des Artifactory, d'autres choses. On va retrouver les différents binaires ou d'une registrie. On retrouve les différents éléments, les différentes images. Nous, on est le référentiel des applications, donc l'ensemble des composants dédiés à une application. On est le référentiel des environnements. Donc l'environnement, c'est l'ensemble de l'infrastructure sur laquelle je déploie. Typiquement, il s'appelle dev, test, intégration, production. Et il est souvent monomachine en dev. On va retrouver tous nos composants sur une seule machine. Et puis en test, il commence à devenir un peu plus compliqué. Puis prod, pré-prod, ça va devenir de plus en plus long. Donc on est le référentiel de l'ensemble des environnements qui peuvent contenir des clients Docker, mais également des clients base de données, des serveurs physiques, des serveurs virtuels. On verra tout à l'heure. Et la dernière chose importante, c'est ce qu'on appelle les dictionnaires, qui vont servir, lors du déploiement de votre application sur un environnement, à les configurer. Parce que l'idée, c'est d'avoir la même version dans tous les environnements, mais cette partie configuration étant importante, on a besoin effectivement de pouvoir les classer sous forme de dictionnaire. C'est un ensemble de clés-valeurs, hein, ça pourrait être un ensemble de choses qui sont stockées dans un ETCD. Donc ça, c'est XL Deploy, le référent. La deuxième chose de XL Deploy, c'est ses règles de déploiement. Donc, alors la définition un peu, je dirais, un peu scolaire, c'est une règle définie de manière unique les étapes pour déployer et modifier et désinstaller un élément défini dans le package et un élément de l'environnement. Voilà.
Globalement, qu'est-ce que ça fait? Ça dit, voilà, quelles sont les étapes pour installer un Ward sur un Tomcat, commencer un Ward pour le désinstaller. Et donc l'idée, c'est d'avoir ce catalogue de règles qu'on va pouvoir consulter, agrémenter, augmenter au fur et à mesure des périmètres. Et si je vous montre, voilà, l'idée d'XL Deploy, c'est d'avoir d'un côté, dans le package, des éléments que je mets dans ma version de mon application. Donc là, j'en ai listé alors, un sous-ensemble de ce qu'on supporte. Des fichiers, des WAR, des clients, du script, des data sources, des smoke tests pour faire valider que l'application est bien déployée, des services Windows, des images Docker. Donc ça, c'est ce que je mets dans mon package. Ce que je mets dans mon environnement, ça va être des hosts, des Tomcat, des clients SQL, des smoke tests, des 2IS, des Docker Swarm, donc tout ce qui est mon infrastructure. Et une règle, qu'est-ce que ça va dire? Ça va dire, voilà, ça va exprimer pour le déploiement que pour déployer qu'un WAR, ça va sur un serveur Tomcat, et que quand je veux l'installer, ça va faire la première action de l'uploader au bon endroit sur la bonne machine et de démarrer le Tomcat. Ça, c'est ma règle pour déployer un WAR sur un Tomcat. Pour le désinstaller, c'est l'opération inverse. C'est arrêter le Tomcat et supprimer le WAR. Donc ça, c'est ma deuxième règle. Et ma troisième règle, c'est une règle de modification qui dit, quand je modifie un WAR, c'est-à-dire qu'il existait dans mes deux versions, je vais l'arrêter, l'enlever, remettre le nouveau, redémarrer. Ça, c'est une règle qui explique comment je déploie un WAR sur un Tomcat. Et après, je peux avoir des règles qui expliquent comment je déploie des SQL sur des databases, comment je déploie des data sources sur des serveurs d'application, comment j'installe des services Windows, etc. Toutes ces règles-là, nous, vous n'avez pas besoin de les créer, on vous les fournit sous forme de plugins. Les plugins vous offrent tout un catalogue de règles prêtes à l'emploi pour déployer sur des tas de middleware, alors un peu comme ils m'ont dit au début, des webservers, des serveurs d'application, des Tomcat, des 2IS, et puis des fichiers, et puis bien sûr, aujourd'hui, du Docker, puisque c'est pour nous une règle comme nous. Je reviendrai dans le détail de Docker tout à l'heure. Donc on a un modèle avec des versions, des environnements, ils font beaucoup de bruit à côté. Des versions des environnements, des configurations, et maintenant on va demander à XL Deploy de travailler. Pour travailler, déployer une application, c'est prendre une version et prendre un environnement et lui appliquer une configuration. Et à partir de là, XL Deploy va générer automatiquement la séquence pour déployer l'application dans son environnement. Comment il va faire? Il va faire l'analyse d'écart qui est entre la version installée et la version à mettre à jour. Donc comme on est en package complet, il va détecter entre les deux versions ce qui a été créé, supprimé ou qui n'a pas bougé. Il va faire la même chose avec la configuration. Peut-être qu'entre-temps, un élément de configuration a bougé dans mon dictionnaire. Il va faire la même chose avec l'infrastructure. Peut-être entre-temps, un élément de l'infrastructure a été rajouté. Et finalement, il joue aux différences et il génère et applique les fameuses règles de déploiement pour constituer la tâche de déploiement. Il va appeler ce qu'on appelle de l'orchestration. Alors, on n'est pas du tout au niveau orchestration, Swarm et compagnie, Kubernetes, on est dans l'orchestration du déploiement lui-même. Et derrière, il va l'exécuter. Vous verrez tout ça dans un démo dans 2 minutes. Donc XL Deploy, c'est un serveur qui propose au départ une API REST. Cette API REST vous permet de déclarer des packages, de déclarer des environnements, de déclarer de l'infrastructure, de déclarer des configurations, donc toute la partie référentielle. Et il va vous permettre de faire des tâches de déploiement, de déclencher le déploiement d'une version sur un environnement. L'API REST, c'est bien, mais c'est un peu spartiate, donc on vous fournit une interface graphique, on verra dans quelques minutes dans la démonstration, basée sur un navigateur web. Si on est allergique à la souris, on peut quand même tout faire en ligne de commande. Donc à base de Python, on peut quand même piloter XL Deploy pour lui permettre de s'interfacer. Et puis on fournit des intégrations avec le monde du dev, avec des Jenkins, avec des Bamboo, avec des TFS, avec le monde des outils de configuration comme des Puppet dans des Ansible, qui eux vont également utiliser cette interface REST. Donc finalement l'interface unique, c'est l'interface REST. Quand on a besoin de stocker des éléments, on a une base de données. C'est assez classique, donc embarqué ou externe. On a, comme tout système d'entreprise, une connexion vers un LDAP. Dans 95%, c'est un Active Directory pour définir les permissions. Et puis on a nos fameux plugins, ici, qui contiennent les règles de déploiement. Quand j'ai besoin de communiquer avec des machines distantes, je vais avoir plusieurs protocoles à ma disposition. Du SSH pour les machines Unix, du WinRM pour les machines Windows, et du REST ou de l'HTTP quand je veux manipuler, par exemple, des services web, du cloud, de l'EC2 ou du vSphere. L'idée, c'est que dans tous les cas, il n'y a aucun agent à installer sur vos machines pour pouvoir déployer votre application. L'idée, finalement, à la fin, c'est l'application en production. Tout le reste, ça ne sert à rien. Tout le reste, c'est de la littérature. Mon application qui n'est pas en production, c'est une application qui ne sert à rien. Mais cette application elle a besoin de passer dans différents états, de passer de dev to production. Donc, on a besoin que les développeurs committent du code et avec l'intégration continue, produisent des versions et déploient dans l'environnement de développement.
Après que des testeurs prennent l'application, c'est pas parce que mon application elle est à base d'images que ça va changer les processus de test, de validation, de correction. Donc j'ai des testeurs qui vont prendre les différentes versions de mon application et qui vont les déployer en test et en recette. Et le Ops à la fin, ou le sysadmin, comme on l'appelait avant, va utiliser XL Deploy pour déployer les différentes versions de son application dans les différents environnements. Donc c'est vraiment ce pipeline-là de la même version qui va être déployée avec les mêmes règles de déploiement en dev, en test, en recette, en production. Les cases rouges matérialisant les permissions, c'est effectivement les devs ont besoin que de déployer en dev, mais de fournir les versions. Les testeurs ne peuvent que déployer et les sysadmins que peuvent que gérer les environnements. XL Deploy et Docker, parce qu'effectivement, finalement, pour nous, Docker, c'est juste un énième middleware que l'on rajoute à notre catalogue. On avait depuis longtemps le déploiement d'un EAR sur un WebServe, d'un WAR sur un Tomcat, du contenu web sur un 2IS. Bien pour nous, le Docker plugin, c'est de pouvoir packager des images, lui associer des environnements, des variables d'environnement, de paramétrer du réseau, de gérer des volumes, de gérer du network de fois, de gérer quand même des Docker Compose, j'y reviendrai dans quelques minutes. Donc tout ça, je vais pouvoir mettre dans mon package de ma version et avoir comme cible, indépendamment des machines, des Docker Swarm, et puis demain de l'ECS, du Mesos Cluster, du Kubernetes. Donc finalement, du point de vue du déploiement, et d'XL Deploy, Docker et les conteneurs, c'est juste d'avoir des nouveaux éléments que je peux packager. Donc on l'a vu dans la partie unification. Alors je vais peut-être en avoir moins, mais on va voir que finalement, j'en ai plus. Vous verrez. Et que mes cibles changent. Demain, peut-être, je vais commencer par déployer mon package avec mon image sur mon Docker sur ma machine. En test, je vais avoir juste un petit Docker Swarm, mais peut-être qu'en production, j'aurai un cluster Kubernetes. Donc de pouvoir finalement de déployer indépendamment la même application dans différents environnements avec des topologies et des runtimes différents. Alors effectivement, la question se pose, XL Deploy et Docker Compose. Donc Docker Compose, c'est le format que propose Docker pour assembler, dire que mon application, c'est l'ensemble de ses composants, de ses images. Et là, il nous dit effectivement, si tu veux faire en une seule ligne, tu fais un Docker Compose Up et magiquement, voilà, votre application arrive prête à être utilisée. Donc c'est très pratique. Du point de vue dev, je dirais qu'il n'y a rien de mieux. Je commit, compose up, reload, je modifie, et je dirais ça fait le job. Parce qu'en plus, ça inclut une partie build qui est, effectivement, j'ai mon image sur laquelle je travaille, que je livre, et puis j'ai tout ce qui est périphérique et que je dois me connecter pour que je fasse mes tests correctement. Donc mon Docker Compose, c'est bien, je dirais, c'est assez pratique côté dev. Côté Ops, ça l'est moins, puisque c'est le côté boîte noire. J'ai juste un Docker Compose file qui est lancé dans un fichier avec des commandes en multiplexé. Donc la première fois qu'on lance un Docker Compose, on se retrouve avec 40 sorties multiplexées. C'est pas toujours évident. Alors, quand tout marche bien, il n'y a pas de souci. Quand ça marche pas, il faut commencer à démultiplexer les lignes. C'est un peu compliqué. Et puis également, c'est pas versionné, ou alors il faut s'appuyer sur un système de versionning. Donc Docker Compose, on pense que c'est une bonne solution pour un packaging, un runtime local, je dirais côté dev. Après, sur une livraison qui doit passer, qui doit être identifiée, c'est quelque chose qui doit être amélioré. Donc nous, on a une solution qui s'appelle le Docker Composer Importer qui va prendre votre Dockerfile en entrée et qui va le transformer en objet XL Deploy. Donc ça c'est une première solution. On voit que Docker avec son format DAB commence également à réfléchir, à se dire Docker Compose c'est bien mais ça a plein d'écueils. Donc on voit bien que ce système de livraison de l'application il est en plein mutation et qu'il y a des choses qui vont bouger ou pas autour de cette fameuse livraison de l'application. Ce que je vous propose c'est passer à un mode démo. Il veut bien basculer. Voilà. Une chaleur d'enfer. Alors, est-ce qu'on voit bien ici? Peut-être pour ne pas se mettre trop bas, ici. Alors, j'ai ici mon XL Deploy. Alors, je vous fais avec l'interface graphique, je fais comme Nicolas, mais tout en interface graphique, mais on peut tout faire en ligne de commande, mais c'est beaucoup moins sexy. Alors, on va se mettre en zoom, on va faire un zoom. C'est un peu trop peut-être. Comment on fait zoom moins, là, je ne me rappelle plus.
Voilà. Donc, sur cette interface, on retrouve les deux grands composants qui sont d'un côté les packages, donc mes différentes versions d'applications. Donc, moi, je les ai traités groupés par technologie. Donc, j'ai mes applications Docker et j'ai la célèbre application PetDocker qui contient différents éléments. Si j'ouvre une version de mon application, on va voir que ça ressemble un peu à une idée comme un fichier compose. Je vais avoir différentes images. Donc, j'ai un achat proxy. Donc, on voit que c'est un Docker image ici. Mais qui est configuré par des variables d'environnement, ici, un back-end, ici j'ai des ports ici de configuration, et j'ai des contraintes que je vais appliquer à mon cluster Swarm. J'ai PetClinic également qui est une image et qui elle-même un certain nombre de configurations, donc des variables d'environnement, des ports exposés, et des volumes que je dois gérer, puisque je dois gérer ma configuration. J'ai mon back-end, donc qui est une image toute simple. J'ai mon fichier de configuration. Donc là, je me suis parti vraiment d'une application qui a son brave fichier de configuration .properties et que je veux monter en tant que volume sur mon application, sur mon conteneur. Donc c'est ici un fichier que j'ai appelé de type Docker folder. J'ai mon réseau que je veux construire autour de mes images. Et j'ai ce qu'on appelle des smoke tests ici qui vont valider que mon application est bien déployée en allant taper directement sur mon conteneur ou en allant taper sur mon achat proxy qui est en frontal. Et puis quand même, comme toute bonne application, j'ai des datas et ces datas ils sont gérées dans des fichiers SQL. D'ailleurs, la grande question aujourd'hui, c'est comment on gère des datas dans les conteneurs, et ça c'est une autre conférence. Si je regarde effectivement mes différentes versions, et voilà, à chaque fois j'ai reprécisé l'ensemble des composants qui appartiennent à ma version. Donc on est sur un format qui ressemble beaucoup à un Docker Compose. À droite, j'ai mes environnements. Donc j'ai créé deux environnements. Un que j'ai appelé l'environnement de dev, voilà, où j'ai déployé l'application Docker Machine 1.1, enfin Machine 1.1, qui m'instancie une Docker Machine, puisque XL Deploy peut non seulement déployer l'application, mais également déployer vos machines et vos clusters Swarm. Et un environnement que j'ai appelé Full Stack, qui lui est prêt à recevoir l'application et a déjà l'application, puisqu'on retrouve, alors j'ai la partie ici Swarm Demo, donc la partie ici Monitoring, j'ai mon Swarm Cluster ici qui a été créé, mon application PetDocker en 3.1.2 machine et mon serveur consul, mon application consul pour gérer tout mon cluster. Donc, comment ça s'est passé ça? C'est tout ça défini dans ce qu'on appelle l'infrastructure, où je retrouve ici, par exemple ici la définition de ma Docker Machine qui s'appelle Docker Dev Machine, et j'ai tous ces paramètres là, adresse, port, certificat, j'ai son provider, et si c'est du Swarm, je vais pouvoir gérer si c'est le Swarm Master et tous les ports d'écoute. Donc ces deux machines là, aujourd'hui elles tournent sur ma machine ici. Voilà, donc, ah non là on va passer à pas bien. Voilà, on va se mettre en grand. Comme ça, donc ici, je vous montre ici, là j'ai, voilà, sur ma machine, là, donc je me suis connecté sur ma machine ici, Docker Machine, et j'ai aucun conteneur qui tourne. Donc, je vais déployer sur mon environnement de dev ma version 3.1.4. Donc j'ai mes différents conteneurs, mes règles de déploiement me disent que les images, ça s'associe sur une Docker Machine, que mon fichier de config également s'associe sur ma Docker Machine, mais que je reste quand même du SQL avec mes Docker SQL et mon test run. Ah mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré, je vous ai montré l'infra mais pas les environnements. Donc mon environnement ici de dev, il est non seulement constitué de différentes machines, donc ma machine locale, ma base de données et ma Docker Machine, mais il est accompagné de ce qu'on appelle des dictionnaires qui vont servir à configurer mon application dans son environnement. Donc ici j'ai un dictionnaire qui s'appelle Docker Dev Dict, qui est un ensemble de clés valeurs qui va me permettre de configurer mon application, de retrouver par exemple le paramètre log level et de retrouver le paramètre par exemple title qui va s'afficher sur mon application. Donc quand je déploie mon application, on va retrouver différents paramètres. Déjà dans mon PetClinic config, il m'a trouvé automatiquement mes placeholders et mon dictionnaire m'a injecté les valeurs, par exemple ici baleine. Donc ça vient directement de mon dictionnaire de dev, on retrouve mon log level. J'ai mis différents composants, ici mon PetClinic, donc là on voit que Docker c'est des images, mais on va voir que j'ai pas mal de paramètres, puisque je vais pouvoir paramétrer un certain nombre d'options, de mémoire, de déploiement, de label, de network, de port. Donc finalement tous les paramètres que vous voyez sur Docker Run, Docker Start, Docker Create, on va pouvoir les retrouver un peu matérialisés. Ce qui est important ici, c'est que je vais gérer non seulement les choses, mais également par exemple mes ports exposés. Donc là je dis effectivement que mes différents ports ici sont montrés ici.
j'ai ma config et j'ai mon network ici qui va être sur un driver ici injecté également par mon dictionnaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle nous la spécification. Moi, en tant qu'utilisateur, je veux déployer cette version sur cet environnement. Et si je clique sur Preview, XL Deploy va me générer les étapes à faire pour installer pour la première fois cette application 3.1.4 dans mon environnement. Donc là, j'ai juste une liste. Et là, il me dit, voilà l'ensemble des actions. Déjà, il faut commencer par récupérer toutes les images de ma registrie. Hein, on va faire des Docker pools un peu partout. On va taguer les registries liées à ce déploiement-là. Donc, il le fait 3 fois pour mes 3 images, 3 tailles. Ensuite, il a trouvé des fichiers SQL dans mon objet SQL. Donc, il va commencer par les placer. Donc, les exécuter 1, 2, 3. Donc là, on est sur du normal. Ensuite, il faut créer le volume. Donc, il passe les différentes commandes pour créer le volume. Il crée le network. Il va créer les différents conteneurs dans le bon ordre, puisque vous savez bien qu'il y a des conteneurs par des lignes, par des dépendances qui ont besoin d'être démarrés avant l'autre. Donc, on peut les préciser par la notion de dépendance. Donc, d'abord, le back-end suivi du pet Linux, suivi du HAProxy. Donc, je crée tous les conteneurs. Je peux copier mon folder dans mon volume qui est attaché, et après je démarre tout le monde dans le bon ordre. Donc on voit que finalement c'est la séquence que pourrait vous montrer Docker Compose quand il se lance. Nous, vous la montre. Ce qui est intéressant également, c'est que la commande, si je regarde par exemple le pet portal ici, voilà, on vous la montre. C'est-à-dire que la commande qu'on va lancer, c'est vraiment une commande Docker, où je vais dire, voilà, et il vous injecte, quand je vous disais qu'il y avait 200 paramètres, on voit que générer ces différentes commandes, c'est presque un métier. Et de mettre les bonnes commandes au bon endroit, c'est pas loin d'être une expertise. Donc les publications, les montages de volume, les différents labels, les différentes variables d'environnement que je veux injecter. Donc ça, c'est vraiment ce que je veux déployer. Et si je suis d'accord, on va l'exécuter. Donc seulement à ce moment-là, il va prendre les différentes commandes et les passer sur mes images, sur ma machine, sur ma base de données SQL. Parce que j'ai quand même besoin, c'est mon application, elle est déjà un peu hybride. Et donc on voit que pour chaque action, je vais avoir une action qui me dit, voilà, j'ai bien passé ma commande, et puis j'ai l'output. J'ai bien créé mon volume avec qui s'appelle petconfig. Voilà, donc ça c'est la partie création. Et après, je vais vérifier qu'ils sont bien démarrés avec des Docker inspect. Donc ça, c'est des options après qu'on peut choisir. Et après, à travers des smoke tests, valider que je peux bien me connecter à l'application à travers directement ou indirectement. Donc je peux vous montrer cette magnifique application ici. Voilà, et j'ai mon application PetDocker avec le mot-clé ici, baleine. Voilà. Si je vous montre maintenant ce qu'on a ici sur mon cluster, ici, voilà, j'ai mes différentes images qui ont été créées il y a 42 secondes. Donc il a bien déployé mon application sur ma machine. Ça, c'était mon déploiement initial. Après, on peut faire des mises à jour. Typiquement, une mise à jour, c'est de dire, je prends ma version ici déjà déployée, dev, 3.1.4, et je vais mettre ici la 3.1.5. Voilà. Si je regarde ce que me génère XL Deploy, il me dit, il y a des choses qui ont bougé, il y a des choses qui n'ont pas bougé. Hein, et donc, il fait vraiment l'analyse. Et là, on voit qu'il va commencer par récupérer toutes les images dont il a besoin, mais on va voir qu'il va faire le stop que de l'application, le front-end et le back-end, et faire toutes les opérations pour redémarrer. Et on voit bien que ici, le HAProxy n'ayant pas changé, il n'y a pas besoin de le redémarrer et de le recréer. Donc là, il va passer les différentes commandes. Allez, on y va. Paf. Voilà. Donc toujours avec l'output. Hein. Et normalement ici, si je fais mes PS au fur et à mesure, on va voir que voilà, on voit bien que le HAProxy, lui, il n'a pas bougé. Il est toujours démarré depuis 1 minute. Et que mes deux, parce que c'est des Tomcat à l'intérieur, ont démarré depuis 4 secondes. Donc ça, c'est l'autre modification que l'on peut faire, c'est une modification de paramètres, de dire effectivement que je suis, par exemple, au container d'aide de 2016. Voilà, donc je change juste le titre de ma configuration. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Donc toujours, je demande la mise à jour de mon application ici, update. Donc sans réfléchir. Et ce que me propose XL Deploy pour mettre à jour mon application, il veut arrêter mon conteneur, mettre à jour mon fichier de conf dans mon volume, redémarrer mon conteneur et valider que mon application est toujours correcte avec mon smoke test. Sachant que mon smoke test, en plus, il est intelligent puisqu'il va prendre exactement la même valeur que je lui ai mis, c'est-à-dire que maintenant, il va bien vérifier que j'ai containerd 2016 démarré. Donc si je bascule ici, on va voir que il y a un seul voilà,
qu'il a bien, ici j'ai bien un hub depuis 1 minute, mais qu'un statut depuis 1 seconde. Donc il a vraiment redémarré que le conteneur qu'il avait besoin pour faire ces opérations. Donc ça c'est vraiment les actions de base, et finalement mon application c'est du Docker, je vous ai montré que c'est du Docker, je pourrais faire la même chose avec toutes mes applications. Donc ma brave application Node.js, PHP, Python, Java, WebServer peut être packagée de cette même manière et migrer tranquillement avec le plugin Docker pour déployer sur ma machine avec différents composants. L'idée maintenant rapidement c'est d'aller jusqu'en production. Alors mon environnement de production il s'appelle Full Stack. Parce que je vous montre, d'habitude je passe un peu de temps pour vous montrer qu'on peut créer un consul, un cluster Swarm et qu'on peut déployer des applications dessus. Là, on va juste faire la promotion de ma version 3.5 sur Full Stack. Allez, voilà. Hein, et on va la déployer. Donc là, la seule différence, c'est que, c'est quoi là? La seule différence, c'est que du coup, j'ai plus juste une machine, mais ici, j'ai un cluster Swarm. Donc ce cluster Swarm, il est composé d'un master et de nœuds, et d'une zone front et d'une zone back. Donc globalement, ma zone front, je vais avoir 2 de mes images, et ma zone back, 1 de mes images. Mais finalement, pour vous, en tant qu'utilisateur, je veux déployer mon application sur cette infrastructure, vous ne voulez pas savoir que c'est du Swarm version 12 ou version 11, qu'il faut passer à un Docker Control Swarm ou un Kubernetes install. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de déployer votre application, et on va voir que la séquence qui est générée, c'est de mettre à jour mon application sur mes différents environnements et de dire, voilà, avec des phases de préparation, par exemple de désactiver et de réactiver mon monitoring. Puisque je suis en production, j'ai envie de pouvoir gérer ça. Finalement, je veux gérer mon application, le déploiement de mon application dans mes environnements, mais on voit bien qu'il y a toujours ce petit delta qui, en dev, je veux faire comme ça. Je veux juste une machine tout simple, et en prod, je veux déployer sur mon cluster avec peut-être après de l'orchestration. Donc sur mon cluster, normalement, il est ici. Voilà. Et on va retrouver mes différentes images déployées à l'instant. Avec, voilà, on voit bien qu'il a mis à jour mes 2 nœuds et que mon proxy tourne depuis 7 heures et que celle-là tourne depuis encore plus longtemps. Donc l'idée, effectivement, c'est de vous dire que XL Deploy va vous permettre de déployer vos applications aujourd'hui, de migrer facilement vers des architectures, microservices, conteneurs, ou vous offrir à d'autres technologies, tout en permettant finalement d'avoir une solution unique, un service de déploiement qui permette d'amener facilement vos différentes versions de vos applications en test, en intégration, en QA et en production. Et sur ce, il me reste 3 minutes 30 pour des questions. Oui. Alors aujourd'hui, ce type de mécanisme, justement, on va plutôt s'appuyer sur des orchestrateurs pour le gérer. Nous, l'idée, c'est pas de réimplémenter. Alors, on pourrait faire du rolling upgrade à la main maison, mais il sera toujours beaucoup moins bien fait que des solutions natives. Donc, si Swarm le propose, on pourrait lui passer des options, dire un flag rolling upgrade, en disant en test, par exemple, typiquement en test, je veux stop and start parce que je veux être sûr d'avoir un bon état, tandis qu'en prod, je veux un flag rolling upgrade qui va me dire voilà, tu me le mets à jour et tu fais toutes les options qui vont. Mais on ne va pas le faire nous-mêmes, on va toujours s'appuyer sur les mécanismes sous-jacents. Non, pas d'autres? Bon, et ben, je vous remercie d'avoir assisté à ma présentation.